Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire, premier webinaire sur le projet BPCO de la CPTS. Donc moi je suis Jean-Laurent Thébault, je suis médecin généraliste dans le 14e à la maison de santé Port-de-Vanves. Et nous avons donc construit ce premier projet en partenariat donc entre la CPTS et les pneumologues sur le territoire. Donc, nous avons aussi aujourd'hui avec nous Nicolas Roche, qui est le chef de service de pneumologie de l'hôpital Cochin, Bonjour à tous. Cécile Torette, qui est pneumologue dans le 14e, Bonjour. Sven Gunther, qui est responsable des EFR à l'hôpital Pompidou et l'hôpital Cochin. C'est Bonjour à tous. Et nous avions avec nous dans le groupe de travail également Jean-Marc Nakache, mais qui n'est pas là aujourd'hui, donc de l'hôpital Saint-Joseph, le chef de service de l'hôpital Saint-Joseph. Je vais lancer tout de suite le diaporama de la brève présentation que nous avons prévue pour vous expliquer cette première étape du dispositif pour améliorer la prise en charge des patients suspects ou atteints de BPCO. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le repérage et le diagnostic de la BPCO. Donc pourquoi faut-il essayer de repérer les patients à risque d'avoir une BPCO et comment on peut améliorer le diagnostic. Vous voyez bien la présentation? Oui, c'est bon, le partage fonctionne. Ok, bah, les présentations sont faites. Donc voilà. La BPCO, bon, je pense que c'est une maladie dont tout le monde a déjà entendu parler, bien sûr, mais pour mémoire, c'est une maladie respiratoire chronique qui va atteindre à la fois les bronches, les bronchioles et les alvéoles, et qui va se manifester donc par une obstruction permanente des voies aériennes au niveau des bronches, également par une destruction des alvéoles pulmonaires qui vont aboutir à un emphysème, les deux étant plus ou moins présents chez les patients et qui entraîne donc une diminution progressive de la fonction respiratoire, avec plus ou moins, en fonction là aussi des patients, des épisodes d'exacerbation. On ne va pas rentrer sur les différents profils de patients, mais il y a des patients qui vont faire des exacerbations, beaucoup, pas du tout. Euh, la BPCO est toujours la conséquence de l'exposition à un facteur irritant qui est très majoritairement le tabac, bien sûr. Voilà, en fonction de l'âge et en fonction de l'énergie et de la conviction qu'ils ont mis, tout le monde ne va pas développer une BPCO. Mais voilà, les fumeurs sont bien sûr tous à risque de développer une BPCO. Mais il n'y a pas que le tabac, il y a aussi les irritants professionnels et aussi tout ce qui est combustion et notamment les combustions chauffage et cuisine. C'est une cause de BPCO, surtout dans les pays en développement, pas directement en France, mais on peut avoir des patients qui viennent de l'étranger et qui donc peuvent être à risque de BPCO à cause de ces combustions de chauffage. C'est une maladie qui est fréquente. C'est une maladie qui est probablement plus fréquente que ce que vous avez en tête, puisque on estime que c'est à peu près 7,5, voire 10% des patients de plus de 40 ans. Donc c'est quand même une maladie chronique fréquente. En fonction des estimations des autres pathologies, elle se situe entre la quatrième et cinquième maladie chronique la plus fréquente en France. Et c'est une cause de mortalité importante en France et dans le monde. Voilà, c'est estimé à troisième cause de mortalité dans le monde. Donc c'est quand même une maladie à la fois fréquente et qui a des conséquences importantes. Pour autant, si vous n'avez pas l'impression de voir autant que ça, je parle pour les médecins généralistes et les professionnels de soins primaires, autant que ça des patients qui ont une BPCO, c'est parce que c'est une maladie qui est très sous-diagnostiquée en fait. Donc c'est une maladie, on estime qu'il y a environ un tiers des patients qui sont diagnostiqués. Donc comme elle est très sous-diagnostiquée, on peut avoir l'impression que on n'a pas tant que ça dans nos patientèles de patients qui ont une BPCO. En fait, il y en a, mais on l'ignore. Eux, ils s'ignorent et nous, on les ignore. Et c'est pour ça aussi que c'est souvent diagnostiqué à un stade tardif, par exemple, en fait, lors d'une hospitalisation pour exacerbation. Donc, quand on en arrive à être hospitalisé pour une exacerbation, c'est que la maladie est déjà généralement assez avancée et donc c'est assez dommage de ne pas l'avoir diagnostiqué avant. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur la première étape pour commencer du diagnostic. Donc, essayer de diagnostiquer plus de patients et essayer de les diagnostiquer, si possible, à un stade plus précoce pour bien sûr mieux prendre en charge ces patients. Alors, pourquoi c'est intéressant de les diagnostiquer et de les diagnostiquer plus précocement? Eh bien, d'abord,
ça permet de repérer, donc on va parler beaucoup du tabac, puisque c'est quand même le facteur principal, la principale cause de BPCO, repérer les fumeurs sensibles au tabac, puisqu'on a dit que ce n'est pas tous les patients fumeurs qui vont développer une BPCO, mais ceux qui sont sensibles au tabac, qui vont donc développer une BPCO, ben, le sevrage tabagique va être la mesure principale en fait pour ralentir l'évolution de la maladie et éviter les complications. C'est la seule mesure vraiment efficace sur l'évolution de la maladie, c'est le sevrage tabagique. Plus il est fait tôt, et plus ça va permettre d'éviter la dégradation pulmonaire. Est-ce que le fait d'être diagnostiqué, d'avoir un diagnostic de BPCO, ça augmente la motivation au sevrage? Bon, il y a des études un peu contradictoires sur ce sujet-là. Pour certains patients, ça peut les aider, pour d'autres non, mais ça peut être quand même un ressort pour se dire, bah oui, là, je commence à avoir un problème à cause du tabac, ça va être une motivation supplémentaire pour arrêter de fumer. Les autres choses, c'est réduire le risque de complications. Et donc là, on va voilà, se concentrer, mais on ne va pas les détailler sur tout ce qui permet d'éviter les complications, qui sont principalement des mesures non médicamenteuses, hein. Donc, il va y avoir la vaccination, va y avoir lutter contre la dénutrition, va y avoir traiter de manière adaptée les exacerbations. C'est-à-dire, si on n'a pas identifié que le patient a une BPCO, lorsqu'il va faire une exacerbation, on ne va pas forcément l'identifier comme une exacerbation de BPCO et donc voilà, le patient va être moins bien pris en charge. Et tout ce qui va améliorer la qualité de vie, et notamment la lutte contre la dyspnée. Et là, les médicaments peuvent avoir un rôle, mais aussi tout ce qui est mesures non médicamenteuses, comme l'activité physique, voire la réhabilitation. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui peuvent être mises en place une fois qu'on a diagnostiqué une BPCO. Donc, c'est vraiment quelque chose, on peut avoir parfois l'impression que c'est une maladie sans action vraiment, on peut avoir la notion que les traitements n'ont pas forcément une place très importante, mais en fait, il y a plein de choses à mettre en place une fois qu'on a posé un diagnostic, et sans avoir posé le diagnostic, ben, on ne va pas faire tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de diagnostiquer les patients assez précocement, de savoir s'ils ont ou non une BPCO. Voilà, ça c'est ce qu'on montre assez régulièrement, qui montre que chez les fumeurs sensibles au tabac, l'histoire naturelle de l'obstruction bronchique est que leur fonction respiratoire va décliner progressivement. Donc à 25 ans, on est au meilleur de sa fonction respiratoire. Chez n'importe qui, ça décline gentiment, on va dire, jusqu'à un âge très avancé. Mais chez quelqu'un qui a une BPCO et qui est sensible au tabac, eh bien, ça va décliner beaucoup plus vite. Mais dès qu'il va s'arrêter, il va y gagner. Et donc, il va pouvoir récupérer et gagner des années de vie sans invalidité respiratoire. C'est ça l'objectif. Donc, repérer la BPCO, comment on fait? Eh bien, il faut poser les questions. Parce que je vous ai mis cette petite affiche, parce que je trouvais le titre assez parlant de ce film, qui n'a rien à voir sinon. Mais les patients ne pensent pas forcément à parler de leurs symptômes respiratoires lorsqu'ils fument, parce que, pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'ils considèrent que c'est normal de tousser, c'est normal d'être gêné pour respirer, c'est normal d'avoir des crachats lorsqu'on fume, et notamment lorsqu'on fume depuis longtemps. En fait, non. Il y a des patients qui fument et qui n'ont pas ce problème-là. S'ils ont ces symptômes-là, eh bien, c'est un signe de peut-être un début de BPCO ou une bronchite chronique, ou en tout cas, il se passe quelque chose d'un point de vue respiratoire. Mais ce ne sont pas forcément des symptômes que les patients vont aborder spontanément, pour lesquels ils vont consulter, parce qu'ils considèrent, bah oui, je fume, donc c'est normal que je sois comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de repérer la BPCO chez des patients à risque. Et pour cela, l'outil le plus utile, en fait, qui est un outil extrêmement simple, qui est un outil, comme vous voyez là, à 6 questions, qui est celui qui est proposé par la HAS dans son guide parcours, c'est ces 6 questions pour savoir est-ce que ce patient pourrait avoir une BPCO. Et donc, il va lui proposer de faire une spirométrie diagnostique. Donc les critères sont extrêmement simples. C'est est-ce qu'il a plus de 40 ans? Est-ce que, il a fumé ou il fume actuellement? Et vous avez une petite astérisque qui, voilà, pensez aussi à d'autres types d'exposition, mais bien sûr, c'est le tabac en premier lieu. Et donc, ces deux facteurs de risque associés à au moins un symptôme respiratoire, c'est-à-dire est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il crache, est-ce qu'il est plus essoufflé que les personnes de son âge. Dès qu'il y a trois de ces conditions-là, donc généralement par exemple deux facteurs de risque et un symptôme respiratoire, eh bien à ce moment-là, il y a une indication à lui proposer une spirométrie.
C'est pas forcément, on n'a pas forcément énormément de données sur on va dire la sensibilité et ainsi de suite de ce test, mais il y a quand même, je vous ai mis ce résultat-là parce qu'il est intéressant. Il a été fait vraiment en médecine générale dans une maison de santé, comme dans lesquelles on travaille, et qui montrait que chez des patients qui avaient un test positif, donc encore une fois, trois bonnes réponses, trois bonnes réponses, pas des bonnes, trois oui à ce questionnaire. 45% avaient vraiment une BPCO. Donc quasiment un sur deux. Pour un test de repérage, c'est pas mal en fait. On voit que c'est un outil qui nous permet de quand même cibler des patients qui ont vraiment un risque d'avoir une BPCO. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser très quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de cocher des cases, il n'y a pas de mesure à faire. Vraiment, c'est des questions en fait qui s'intègrent parfaitement dans un entretien de consultation standard. Et voilà, en fait, dès que vous voyez un patient qui a plus de 40 ans, qui fume ou qui a fumé, bah, pensez à lui poser la question de est-ce qu'il a des symptômes respiratoires, est-ce qu'il tousse souvent, qu'il crache souvent, qu'il fait souvent des bronchites, qu'il est essoufflé. Et là, en fait, souvent, les gens vont vous en parler alors qu'ils vous en avaient jamais parlé jusqu'à présent. Si on suspecte une BPCO, donc notamment grâce à ce questionnaire, pour le diagnostiquer, il faut faire une spirométrie. Voilà, c'est l'examen nécessaire pour faire le diagnostic. Voilà, et parce qu'on va rechercher un trou ventilatoire obstructif. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que sur une spirométrie. Il peut y avoir d'autres examens nécessaires pour faire le bilan complet, mais l'examen diagnostique voilà, pour la BPCO, c'est celui-ci. Et donc, on va rechercher un rapport VMS sur CVF diminué. Bon, là, je ne rentre pas du tout dans le détail de comment on interprète ça, mais voilà. Donc, retenez qu'une fois que vous avez repéré un patient, il faut qu'il ait une spirométrie. Et donc, on en vient à l'aspect très pratique, puisque là, voilà, je vous ai fait le petit topo, on va dire, théorique de pourquoi il faut faire ça. Mais l'aspect très pratique, c'est où est-ce qu'on peut faire une spirométrie, comment on peut faire une spirométrie. Et donc, ceux qui sont confrontés à ça peuvent se dire, bah oui, mais faire une spirométrie, trouver un endroit où faire une spirométrie, c'est pas forcément facile. Et effectivement, c'est pas forcément facile, et c'est entre autres pourquoi bah, un certain nombre de patients ne sont pas diagnostiqués. Donc, bien sûr, il y a les pneumologues qui sont à l'heure actuelle à 99% la situation et les personnes ressources pour faire une spirométrie, donc en cabinet ou en centre de santé, les laboratoires de FR, et donc nous avons ici les représentants des laboratoires de FR du 14e, donc Cochin et Saint-Joseph, et l'hôpital Pompidou à proximité également. Et vous, alors vous, je m'adresse entre autres aux médecins généralistes parce que moi, si je m'intéresse à la BPCO, c'est entre autres parce que je fais des spirométries dans mon cabinet. Et en fait, faire des spirométries par un médecin généraliste, bah, c'est tout à fait faisable pour ceux qui ne sont jamais posé la question. Ça existe. C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Dans certains pays, ça se fait beaucoup. En France, très peu. Mais c'est vraiment un examen qui peut être fait par un médecin généraliste. Il faut bien sûr se former à son utilisation. Donc vous avez là un petit article que nous avions publié il y a quelques années à ce sujet-là et une magnifique photo de moi en train de souffler dans un spiromètre. Donc vous voyez qu'un spiromètre, c'est juste un petit appareil en fait que vous branchez à votre ordinateur. Et donc, c'est un outil qui est vraiment tout à fait accessible et utilisable sur des consultations en médecine générale. Donc, ça ne fait pas des EFR, hein. Bien sûr, les EFR, c'est tout un panel d'exploration respiratoire qui peuvent être très poussés, mais qui ne sont pas, encore une fois, toutes nécessaires au moment du diagnostic. C'est la première étape du diagnostic de la BPCO, c'est faire une spirométrie. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, c'est à la portée des généralistes, c'est également à la portée d'autres professionnels. Hop. Vous avez à l'heure actuelle en France des infirmières azalées qui le font, mais voilà, ça peut concerner aussi les infirmiers en pratique avancée, ça peut concerner des kinésithérapeutes dans le cadre de délégation de tâches. Donc, en fait, beaucoup d'acteurs de soins primaires peuvent être mobilisés pour faire des spirométries, peuvent se former et peuvent réaliser des spirométries. Et c'est nécessaire si on veut diagnostiquer plus de patients. Voilà. On ne pourra pas se reposer uniquement sur les pneumologues et les laboratoires de FR pour augmenter, pour améliorer le diagnostic précoce de la BPCO. Donc il faut qu'on soit
tous mobilisés à ce sujet-là si on veut faire ça. Et vous verrez qu'en fait, c'est assez sympa à faire de faire une spirométrie. Ça change un peu du rythme des consultations et ça permet vraiment d'apporter une plus-value pour le diagnostic de nos patients. Donc, en attendant qu'on ait des dizaines de médecins généralistes sur le 14e qui fassent des spirométries, on a quand même essayé de faciliter les choses pour faciliter l'accès à une spirométrie. Et donc, pour ça, on a mis en place un système d'adressage via la CPTS, donc qui passe par la passerelle de la CPTS, comme on le fait pour d'autres projets de la CPTS. Et donc, soit via le site de la CPTS, soit via le numéro de téléphone, donc ce qui est inscrit ici, vous recevrez encore toutes les infos après, hein, par mail, bien sûr. Vous allez pouvoir inscrire un patient en disant, bah voilà, j'ai repéré ce patient, je vais passer le questionnaire, je suspecte qu'il a peut-être une BPCO, j'aimerais qu'il fasse une spirométrie, je l'inscris, et à ce moment-là, les personnes de la passerelle vont se débrouiller pour lui trouver une spirométrie dans un délai raisonnable, sachant qu'il y a rarement d'urgence, hein. Donc voilà, ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans un mois ou 2 mois, c'est pas grave. Voilà, puisque c'est un examen de repos, c'est un examen en dehors de tout épisode aigu. Voilà, mais elles vont pouvoir comme ça faciliter la prise de rendez-vous auprès des pneumologues comme Dr Tourette, auprès des laboratoires de FR, auprès des généralistes qui seraient intéressés pour faire des spirométries et participer à ce repérage. Donc voilà, donc c'est vraiment une idée pour vous faciliter l'accès et faciliter l'accès des patients à toutes les ressources possibles en termes de réalisation de spirométrie sur le 14e, de passer par la passerelle de la CPTS pour faciliter les choses. Dernière étape, et après je laisserai la parole pour les questions et puis à mes collègues pneumologues s'ils veulent apporter des précisions également. Là, on s'est concentré sur le diagnostic. Bien sûr, il y a toute la suite de la prise en charge derrière, avec des choses qui peuvent probablement être améliorées, facilitées, notamment l'accès à l'activité physique adaptée, l'accès à la réadaptation respiratoire ou à la kinésithérapie respiratoire. Et donc ça, c'est les prochaines étapes de ce projet BPCO pour essayer aussi de faciliter l'accès à ces ressources-là, de recenser les ressources existantes et faciliter un vrai parcours de soins BPCO, ville-hôpital, qui permettent ben, d'améliorer la qualité des soins pour ces patients. Mais encore une fois, il faut d'abord qu'ils soient diagnostiqués. Donc, en résumé, les points importants de ce projet, c'est vraiment vous sensibiliser à l'idée de penser à la BPCO chez tous les patients qui sont à risque, euh, d'utiliser ce questionnaire HS que je vous ai montré, qui est vraiment, encore une fois, extrêmement simple et utilisable en consultation. Et nous, on a fait le maximum pour essayer de faciliter l'accès à la spirométrie. Et plus vous adresserez des patients, notamment via la passerelle, et plus on pourra adapter aussi le parcours, l'offre le volume et permettre que les patients puissent sans difficulté réaliser une spirométrie et puis ensuite être inclus dans un parcours de soins avec un médecin généraliste, avec un pneumologue, avec tout ce qui est nécessaire, quoi. Voilà. Ben, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, alors il y a une question de Laure dans le chat. Quelles sont les indications de spirométrie versus EFR? Spirométrie versus EFR. Alors, je vais juste dire un mot, puis après je laisserai les spécialistes en parler. Mais spirométrie, c'est un des tests des EFR. Les EFR, il y a d'autres choses. Il y a la plétismographie, il y a la mesure des gaz du sang, il y a la mesure du DLCO, il y a des épreuves fonctionnelles, enfin voilà, enfin épreuves de marche, enfin ouais, il y a plein de choses. Voilà, donc les EFR, c'est un terme général. Dans le diagnostic de la BPCO, la première étape, c'est faire la spirométrie. Euh, Si la spirométrie est normale et qu'il n'y a pas d'éléments discordants, c'est-à-dire que bon, voilà, il n'y a pas d'autres éléments qui vont faire penser à une BPCO, on peut se dire que ce patient n'a pas une BPCO. Si la spirométrie montre un trou ventilatoire obstructif, non réversible, on sait qu'il y a une BPCO. Et à ce moment-là, se pose la question, en fonction de la situation, de faire d'autres explorations. Et donc, ça dépend le stade, ça dépend les symptômes, ça dépend s'il y a d'autres anomalies associées. Voilà. Du point de vue du généraliste, c'est ça. Je laisse les pneumologues préciser.
Nicolas, tu voulais... Ouais, bah non, mais si, enfin, c'est pas que je voulais, mais pourquoi pas. Ouais, je pense que bah, tu as, très très bien expliqué la situation. Effectivement, la spirométrie, c'est la composante de base de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, quelqu'un chez qui on se pose la question d'une BPCO dont la spirométrie est vraiment normale, bon, bah, on peut se dire c'est pas ça. Alors après, il peut y avoir quand même, comme tu le disais tout à fait bien, il peut y avoir une discordance entre quelqu'un qui a vraiment des symptômes et qui a pas de trouble ventilatoire obstructif sur la spirométrie, ce qui ne veut pas forcément dire que la spirométrie est strictement normale, mais en tout cas, il n'y a pas l'obstruction bronchique classique. Dans ce cas-là, c'est un cas discordant et ça vaut le coup d'avoir une exploration fonctionnelle complète pour essayer de comprendre quelle est la cause des symptômes. Il peut y avoir des anomalies plus fines qu'on détectera pas ou pas facilement sur la spirométrie et qu'on verra sur le reste des EFR. Mais bon, c'est pas forcément la majorité. La majorité, c'est un peu de symptômes, mais pas tant que ça. Facteur de risque, on se pose la question. Spiro normal, ok, bon, on peut s'arrêter là et dire il y a pas d'anomalie. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter définitivement là. Ça peut vouloir dire, bah écoutez, on va vous refaire une spirométrie dans un an, par exemple, pour voir s'il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose qui se démasque. Et puis après, il y a le cas, comme tu le disais, où il y a une obstruction bronchique avérée sur la spirométrie. Et là, alors après, on peut débattre sur est-ce qu'il faut chez tout le monde faire plus que la spirométrie ou pas. On va dire qu'au minimum, quand il y a des symptômes un peu importants, un trouble ventilatoire obstructif un peu avancé sur la spirométrie, il va falloir compléter, faire l'aplétismo, la diffusion, etc., etc. Chez quelqu'un qui a une obstruction légère ou très légère sur la spirométrie, pas beaucoup de symptômes, on va pas forcément avoir besoin de tout le reste. Si on peut le faire, on le fera mais c'est pas forcément indispensable dans ces cas-là. Alors, je ne sais pas si Cécile ou Sven, vous voulez sûrement compléter parce que. Non, c'est très bien résumé. Donc, il faut comprendre que la spirométrie est un peu la porte d'entrée sur le reste du plateau technique, en fait. Donc voilà, ça peut être en cas de doute, en cas d'examen complémentaire nécessaire pour comprendre l'intégralité de la symptomatologie. Mais globalement, oui, c'est une première porte d'entrée sur un plateau technique qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus fine si c'est nécessaire à proposer aux patients. Cécile, vous êtes d'accord avec ça? Rien, tout a été dit. Rien de plus à rajouter. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois pas les questions, Sandy, là, comme je fais le partage, je veux bien que Non, tu me dises s'il y a... il y en a pas d'autres. Pas sur le chat, en tout cas. Ok. Si En d'autres... fait, désolée, hein, je suis un peu donc Marie-Laure Albi. Ce que j'entends de ce que vous nous avez dit, parce que moi je suis un vieux docteur, et donc quand j'avais un doute sur un symptôme respiratoire, j'avais le FR à Cochin très facile. Mais je comprends aussi que les parcours ont changé, c'est-à-dire que les services de spécialité sont encombrés de malades très graves, que donc il y a un parcours avec les pneumologues de ville, et je salue aussi, je salue Cécile qui répond très vite quand on a des soucis compliqués de pneumo en ville, et que donc le spirométrie, en fait, ça permet de trier les malades et de peut-être réserver l'EFR qui est un stade de... Moi, je faisais les EFR et je regardais les résultats. Il n'y avait pas forcément derrière une consultation pneumologique. Donc, ce que je comprends de ce que vous nous avez dit aujourd'hui et du parcours qu'on veut créer, c'est que le parcours, il change un peu en fonction de l'organisation de la pneumologie en général, quoi, en fait. Et que deuxième point, la spirométrie faite en médecine générale peut être un argument pour encourager des patients à arrêter le tabac, même s'ils n'ont pas encore la PPCO, c'est-à-dire la prendre plus tôt. C'est-à-dire dire, bon, vous n'avez pas encore de signes respiratoires, mais c'est une bonne raison pour être raisonnable et commencer à vous débarrasser du tabac. C'est aussi un autre aspect qu'il y a, peut-être on avait moins autrefois. Hmm. Alors sur ce point-là, après je laisserai les collègues des EFR préciser un peu que leur façon de fonctionner, mais sur ce point-là, oui, la spirométrie, qu'elle soit, alors si elle est anormale, si on découvre une BPCO, bah, c'est un argument supplémentaire et ça peut motiver certains patients à arrêter de fumer. En tout cas, c'est un élément important pour le dire, bah, vous avez encore plus de raisons d'arrêter de fumer, on va dire, parce que vous êtes en train de développer une maladie respiratoire à cause de votre tabagisme. Donc voilà, on va faire le maximum pour vous aider à ce sujet-là. Mais même un patient qui aurait une spirométrie normale, ou j'ai envie de dire un peu subnormale,
on peut lui dire, bah, et profitez-en. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore de pathologie respiratoire. Et il y a quelques études qui montrent que certains éléments, notamment parler de l'âge pulmonaire, par exemple, est un élément motivationnel pour arrêter de fumer. Donc, faire une spirométrie peut être en soi, on va dire, quel que soit le résultat du test, un élément motivationnel pour un patient. Ça montre déjà qu'on s'implique dans sa santé respiratoire, que lui se pose des questions sur sa santé respiratoire, et donc ça peut être un élément motivationnel. Pour l'organisation des EFR, ben, Pour- voilà, Oui, en pour parler. l'organisation, les circuits n'ont pas forcément changé, mais l'afflux des patients, il est beaucoup plus important. Actuellement, sur le site Cochin, je suis sur un délai de 3 mois d'attente pour avoir des explorations fonctions respiratoires. Ça, c'est une chose. Après, rien n'empêche, en fait, pour un patient, pour une suspicion d'une maladie obstructive respiratoire, il y a toujours la place et on se débrouille toujours pour trouver un créneau pour un patient si vous suspectez vraiment que ce soit quelque chose de grave. Mais après, le projet est aussi un peu dans l'optique de viser un peu plus large, c'est-à-dire faire attention pas aux patients les plus sévères probablement, mais aussi faire attention aux patients qui toussent un peu, qui viennent pour une bronchite, etc., etc., et d'y penser, de distribuer le questionnaire et au cas où il est positif, en fait, enclencher un processus sur lequel on a probablement un peu plus du temps d'organiser les explorations fonctionnelles respiratoires derrière, en fait. Donc, je peux vous rassurer, je parle au nom de mes collègues ou pour toute l'équipe, on essaye toujours de répondre au plus juste à la demande, mais les délais, ils ont vocation à se rallonger parce qu'on est submergé par des demandes, pas seulement par la médecine de ville, mais aussi intra-hospitalier ou par d'autres structures d'ailleurs de l'assistance publique. Et du coup, il faut que nous, on s'adapte au mieux à cette pression euh, pour répondre au mieux. Hmm. Ouais, je pense, enfin, si sauf si Cécile, vous voulez intervenir. Non, bah C'est- moi j'ai une plus grande souplesse pour faire les EFR et je fais la consultation en même temps. C'est pas juste l'EFR, c'est l'EFR plus la consultation avec traitement et prise en charge du patient dans la foulée. Mm. ouais. Ouais, c'est un peu ouais, ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que finalement, pour répondre à ce que disait Marie-Laure, les circuits actuels, quand vous avez un malade devant vous qui vient enfin, que vous voyez pour un problème respiratoire, même s'il n'était pas connu auparavant, mais c'est vraiment le motif de consultation. Il vient vous voir, vous êtes embêté, vous avez besoin d'un avis spécialisé, que ce soit juste une EFR ou une consultation plus ou moins EFR selon la situation. Je pense que là, les circuits ne changent pas du tout. L'offre finalement du circuit de la CPTS, de la passerelle que propose Jean-Laurent et l'équipe, c'est plus en amont de ça, dans des situations où finalement vous n'auriez pas forcément pensé à demander une EFR spontanément ou pas forcément tout de suite. Et donc là, on est plus dans le registre de la détection précoce. Donc c'est de la détection plus que du diagnostic. Quand je dis diagnostic, c'est vous avez le malade qui vient pour le problème, c'est le motif de consultation. Là, vous faites comme d'habitude et on se débrouille tous autant qu'on est pour réagir du mieux possible. Par contre, l'idée là, c'est vraiment de favoriser des diagnostics plus précoces où on sait que malgré le fait que le malade n'est pas diagnostiqué parce qu'il n'est pas si symptomatique que ça, en fait, quand on remonte le temps chez ces malades-là, à partir du moment où on fait le diagnostic, on remonte le temps sur toute la période où ils n'étaient pas diagnostiqués, on s'aperçoit qu'ils avaient déjà des, entre guillemets, bronchites répétées, des pneumonies, parfois ils meurent. Alors, pas forcément de cause respiratoire, évidemment, puisque c'est pas, mais ça peut être des événements cardiovasculaires, etc. Donc on sait que ces malades-là sont, entre guillemets, à problème et que si on les détecte plus tôt, on a des chances d'arriver à faire des choses. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est plus pour la détection, je veux dire, plutôt que pour le diagnostic en situation un peu aiguë ou en tout cas très, très parlante. Un autre truc que je voulais dire, j'en profite parce que c'est sur ce que tu disais, Jean-Laurent, sur le fait, sur comment on peut utiliser la spirométrie, ce que disait aussi Marie-Laure, comment on peut utiliser la spirométrie pour aider le malade ou faciliter l'accompagnement à l'arrêt du tabac, etc., que ça soit positif ou négatif, enfin qu'il y ait une anomalie ou pas d'anomalie. Je pense que c'est très important, effectivement,
comme tu disais, Jean-Laurent, les études sont un peu contradictoires, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a des malades chez qui ça aide à motiver l'arrêt. Et à la limite, si c'est pas vrai chez tout le monde, c'est pas grave. Si déjà chez certains malades, même si c'est pas chez tous, ça peut être un déclic, alors il faut le positiver. Il faut pas leur dire, oulala, c'est catastrophique, vous allez mourir si vous arrêtez pas tout de suite, ça marche pas bien. Mais par contre, si on dit, bon bah voilà, c'est le moment d'arrêter, soit parce que c'est normal et pourvu que ça le reste, soit parce que ça commence à être un peu anormal et il faudrait que ça s'arrête là. C'est un bon élément. Donc je pense que quel que soit ce que disent les études, quand elles sont pas toutes d'accord entre elles, le simple fait qu'il y ait un peu de malades chez qui ça peut aider, c'est bon à prendre. Exactement. Et je fais lien avec la question là qu'a posée Sophie Bernard sur la formation parce que ça fait tout à fait lien. Et effectivement, on va s'appuyer sur les ressources déjà existantes en termes de FR, en termes de consultation, de pneumologie. Voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit dans la présentation, si on veut avoir un parcours de soins peut-être un peu plus hiérarchisé avec une place plus importante des soins primaires dans le repérage, la détection précoce, le diagnostic des patients BPCO peu sévères, il faut qu'on puisse faire des spirométries en soins primaires. Et donc, Sophie, tu posais la question de comment se former. Il n'y a pas de, comme beaucoup, il n'y a pas de règles officielles, on va dire, sur qui a droit de faire une spirométrie ou pas et comment faut-il se former ou pas. Il faut se former, ça c'est sûr, il faut apprendre. Donc, il y a différents moyens. Il y a des DPC, il n'y a pas forcément de DU à ce sujet-là, mais il y a des DPC, il y a des formations de ce type-là, et c'est ce qu'on va mettre en place. Là, dans la suite de ça, justement, l'étape, on va dire, 1 bis, l'étape 1, là, c'était la création de ce parcours via la passerelle. L'étape 1 bis, c'est tous les gens qui sont motivés pour se former à la spirométrie sur le 14e, on va se débrouiller de les former via les services hospitaliers, via les pneumologues, via le DPC. Enfin, on va imaginer probablement plusieurs moyens de se former pour que ça puisse coller aux attentes de chacun. Et ensuite, que tout le monde puisse se lancer et tout le monde puisse être accompagné. Ce qu'on va essayer de développer, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on apprend un nouveau geste technique, notamment, on l'apprend, on sort de la formation, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai tout compris. Puis après, quand on est repris dans le flux de nos consultations et de notre activité habituelle, bah, on l'oublie un peu et après, on n'ose pas forcément se lancer. Donc l'idée, c'est que ceux qui se forment se lancent ensuite rapidement à faire des spirométries et puissent être accompagnés sur les premières spirométries, les premières interprétations pour se rassurer un peu sur ses capacités. Et ensuite, une fois qu'on est lancé, après, c'est quelque chose qu'on inclut facilement dans notre pratique. Voilà. Donc vraiment, il va y avoir tout un accompagnement et une formation à ce sujet-là prochainement, début 2026, là, sur le 14e. Jean-Laurent, peut-être juste en complément, donc pour les médecins généralistes en formation, j'interviens régulièrement au sein du département de médecine générale sur le cours de spirométrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi. Donc j'interviens auprès de médecins généralistes pour avoir une formation bicéphale, on va dire, et c'est plutôt bien accepté. Et juste en perspective, ou pour anticiper un peu les perspectives, en effet, que ce soit à l'hôpital Cochin ou à Pompidou, on a d'habitude de recevoir régulièrement des stagiaires, que ce soit sur une demi-journée ou sur des formats même atypiques, en fait, 2-3 heures, que ce soit les médecins généralistes ou d'autres disciplines, en fait, pour qu'ils voient déjà à quoi ça ressemble des explorations de fonctions respiratoires et après de les intégrer aussi dans des petites sciences de cours, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui pas forcément validant si c'est ça qui est recherché, mais qui a un aspect très pratique en fait, hein, avec des gens du terrain qui peuvent aider aussi de peaufiner un peu ces questions de formation de notre côté. Pour donner un ordre de grandeur, parce que je pense que voilà, si on veut se former, on peut se dire bon, bah, est-ce que ça va me prendre un an? Est-ce que voilà, moi qui anime avec un organisme de DPC des formations pour les médecins généralistes à la spirométrie, on fait ça sur 2 demi-journées. Donc voilà, avec 2 demi-journées, avec du travail un peu entre les deux,
on a déjà une base pour faire des spirométries en médecine générale, hein. C'est la spirométrie par le médecin généraliste, mais qui est déjà une étape extrêmement intéressante pour aller diagnostiquer une BPCO, mais on n'a pas parlé d'asthme, mais bien sûr, l'asthme, c'est très utile pour l'asthme aussi. Donc voilà, avec voilà, l'équivalent de 2 demi-journées de formation, on commence à faire des choses sans problème, quoi. Mm. Et je pense un point supplémentaire, et avec Cécile, Nicolas, on est tous d'accord, le rôle, c'est pas de produire en médecine de ville des résultats de très haute qualité, c'est plutôt de faire un tri en disant, bah, ce patient, il mérite une consultation pneumologique. Donc, c'est plutôt de nous soulager en bonne intelligence sur des patients qui méritent probablement un peu plus d'attention. Donc, il n'y a pas de frein particulier avec mes collègues, on est là pour plutôt vous accompagner. Et en cas de doute, en fait, ben, on refait l'examen, on pose des questions différemment et on arrive à la conclusion souhaitée. Mais il n'y a pas d'obstacle ou d'angoisse en fait de pratiquer ces examens. Donc, Mm. parce que vous avez recours, que ce soit en ville ou en milieu hospitalier, pour répondre, pour mieux comprendre ces questions. Mm. Ouais, Exactement. je pense que ça, c'est vraiment un point important. Et alors, j'en profite parce que je vois qu'il y a une orthophoniste qui est en ligne, qui nous dit qu'elle saura où adresser les patients. Et nous aussi, parce que Bonjour. bonjour, on est un peu à la recherche d'orthophonistes aussi. Alors, Ah, ça, voilà. ça a honnêtement rien à voir. Mais pour nos tousseurs chroniques, c'est un truc qu'on voit pas mal en pneumo et Ouais. qui est parfois pénible, alors bien sûr pour les malades, mais aussi pour nous, parce qu'on manque de ressources. L'orthophonie, on a du mal à trouver des orthophonistes que ça intéresse, donc si ça vous intéresse, enfin que ça intéresse, et qui sont intéressés, enfin oui, c'est ça, c'est la même chose, Oui, mais c'est précieux aussi. tout à Euh, fait. Formé, intéressé. Ok, bah super, Ouais. excellent. Et juste un truc pour compléter ce que disait Sven, je pense que enfin ce que vous disiez tous d'ailleurs, ce qui est important, si on veut se lancer dans la spirométrie en tant que non pneumologue et non physiologiste, c'est quand même d'en faire un minimum de temps en temps, enfin d'avoir l'objectif d'en faire un minimum de temps en temps, une fois qu'on est formé, que ce soit une ou deux demi-journées, pour garder la main. Et d'essayer de faire ça, que ça s'inscrive, et c'est pour ça que les initiatives de la CPTF sont super intéressantes, parce que ça s'inscrive dans une relation un peu durable avec un circuit de pneumologue ou de physiologiste ou de labo, pour pouvoir faire de temps en temps du contrôle qualité de soi-même. Le but n'est pas de dire c'est bien, c'est mal, mais c'est, comme disait Sven, c'est plus d'aider à ce que ça soit bah, le mieux possible, évidemment, et de compléter quand il y a des doutes etc. Donc, je pense que les deux points importants, c'est, alors je sais pas s'il y a un minimum hebdomadaire à faire pour pas perdre la main, euh, probablement pas tant que ça, mais quand même un peu. Mais en tout cas, inscrire ça dans une démarche un peu de contrôle qualité régulier ou d'échange, hein. Contrôle qualité, c'est les termes un peu officiels, mais d'échange régulier avec des gens qui font ça tout le temps pour être sûr que justement on est dans les clous qualitativement, disons. Mm. Et c'est exactement ça qu'on veut essayer de mettre en place Ouais, ouais, ouais. dans Et les je crois suivis de formation, parce que des formations, ça existe, mais après, qu'il voilà, faut le suivi, ouais, c'est ça le truc. l'accompagnement est souvent n'existe pas trop, et c'est d'autant plus utile si c'est fait avec le réseau local, parce que ça facilite beaucoup les choses. C'est le seul moyen, hein. On avait testé des initiatives qui étaient justement pas du tout portées par un réseau local, mais plus par un contexte national, et ça marche mal. Parce que quand il n'y a pas un lien entre les personnes, il y a un moment, bah, ça se passe pas bien. Je crois, Sven, tu dois savoir peut-être mieux que moi, mais il y a une formation, la SPLF est en train de préparer, je crois, une formation. Je ne sais pas si tu as des infos, mais sous Non. la forme là encore, d'un support de formation. Après, ça va être aux gens de se l'approprier et de le mettre en place. Donc, ça peut aussi aider toutes les personnes qui ont envie de faire de la formation sur la spirométrie. Mm. Alors, on a une question de François, donc, sur les patients fumeurs qui rentrent dans les critères HAS, et donc comment les adresser. Bah, j'ai envie de te dire oui, comme toujours, pour respecter un parcours de soins le plus cohérent possible
en premier lieu vers le médecin traitant. Après, voilà, bon, voilà, ça paraît le plus logique, mais avec ce retour-là, de dire, bah, tiens, en fait, moi j'ai remarqué ça, j'ai discuté ça avec le patient, peut-être ça vaut le coup de lui faire une spirométrie. Et puis après, il pourra passer par la passerelle, bien sûr, ou par d'autres moyens, pour lui faire une spirométrie. Voilà. Hmm. L'idée, et effectivement, tu as tout à fait raison que le repérage, il peut être fait en fait dans plein de situations de soins, pas que par les médecins généralistes, bien sûr, mais également par beaucoup d'autres professionnels de soins primaires, les infirmiers, les kinés, même les pharmaciens, les orthophonistes. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui... C'est pour ça que cet outil est facile d'utilisation et que celui qui est proposé par l'HAS, c'est que on est sur des questions simples avec une performance de repérage en tant qu'outil de dépistage qui est très correct, quoi. Hmm. Juste une question. Euh, Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien gentil d'avoir des fumeurs et les aider à... Est-ce que vous avez des réseaux de tobacologues sérieux? Parce que souvent, les gens, ils ont besoin d'aide quand même. Mm. Parce que c'est bien gentil de faire du repérage, de dire aux gens qu'il faut arrêter de fumer. On fait ce qu'on peut pour les motiver, mais je pense que quelquefois, il y a des interventions ou des suivis qui permettent d'aider les gens à arrêter de fumer. Et il y a quand même un panel assez ésotérique de gens tobacologues. Mm. Ou alors, il suffit toutes les méthodes sont bonnes, les pieds au mur et l'aiguille dans l'oreille, mais je pense quand même que c'est un support dont les gens ont besoin. Comment vous faites vous-même à l'hôpital? Comment est-ce que tu fais, Cécile, pour orienter tes patients? Parce que souvent, il y en a qui ont besoin d'un peu d'aide quand même. Eh ben, Moi, c'est j'utilise la pas prochaine mal le étape. Tabac Info Service. Il y a quand même toutes les ressources. Ils font des consultations de tabaco par téléphone et j'ai beaucoup de retours positifs des patients. Donc moi, j'ai plein de petits prospectus qui prennent en salle d'attente mais j'ai pas de nom dédié à qui j'envoie systématiquement. Non, mais si ça marche bien, c'est bien. C'est bien. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un Parce bon que c'est départ. bien gentil de leur dire d'arrêter de fumer, mais si on les voit une fois tous les 3 mois, ça suffit pas. Bah, Non, C'est mais sûr qu'on... le côté je découvre une maladie, ça aide quand même pas mal, même si les études, enfin en pratique, il y a ceux qui arrêtent au moment où on annonce les diagnostics et puis ceux qui procrastinent et eux, ils continuent toujours à fumer 3 ans après. Et les patients qui finalement on les rassure en disant aujourd'hui vous n'avez rien et si vous arrêtez de fumer maintenant, vous ne serez jamais insuffisant respiratoire. Enfin, Il peu faut de être risques d'insuffisance avancé. respiratoire, ça leur plaît quand même pas mal. Hmm. mm. Mais J'ai tu as beaucoup raison, Marie-Laure, c'est la prochaine étape, comme je l'avais mis, c'est aussi identifier les ressources en termes bah, de toute la prise en charge et donc de sevrage tabagique, voilà, qu'on fasse le point un peu sur, pareil, le 14e ou à proximité, où est-ce qu'il y a des Mm. consultations de tabacologie, est-ce qu'on peut mettre en place des choses, il y a beaucoup de choses qui s'ignorent, hein. Tu sais que par exemple, dans notre maison de santé, on a un infirmier en pratique avancée qui fait des consultations de tabacologie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui pourraient bénéficier de ces consultations-là. Enfin voilà, donc on va essayer là aussi d'identifier les ressources pour faciliter l'adressage. Et après, bah, tu dis, est-ce que toutes les méthodes se valent? Je sais pas, toutes les méthodes se valent pas, mais toutes les bonnes raisons d'arrêter sont bonnes. C'est-à-dire que s'ils arrêtent en se mettant des aiguilles dans l'oreille, tant qu'ils arrêtent de fumer, c'est voilà quoi. Le Non, résultat mais plus que la méthode. Et le Champic, c'est revenu sur le marché aussi. Oui. et ça marche ça parce que moi j'avais l'idée que ça marchait bien, puis ça a été interrompu. Ça a Euh, été interrompu pour des histoires de toxicité des excipients et là, c'est revenu depuis quelques semaines, mois sur le marché. ouais. Et ça marche, oui. Enfin, ça marche, ça marche. Moi j'avais des patients avec qui ça avait très bien marché. Ouais, Des ouais, mais grosses intoxications. ouais, ça peut marcher. C'est... Non, je crois les résultats des études Champix versus substitution montraient que ça marchait, hein, il n'y a pas de doute. ouais, Après, ça fait pas mieux que la substitution. C'est plutôt de la deuxième ligne après, enfin, quand la substitution ouais, seule ouais. suffit pas. Mais ça marche, ça double le taux d'arrêt. Alors après, ça reste doublé par rapport à pas énormément, mais c'est toujours ça de Ouais. plus. Donc non, ça marche. Ça marche. Et je pense que je rejoins ce que disait. Je pense que Tabac Info Service, c'est vraiment une ressource Ouais, c'est ça, une très, fois qu'on très a un truc précieuse. sérieux, bon après, Parce que nous, à Cochin, on a un hôpital de jour de tabaco pour les gens qui ont du... Alors, il y a un vrai service d'addict, enfin un vrai, il y a un service d'addictologie, mais eux, ils prennent vraiment des polyaddicts.
essentiellement. Alors, bon, nous, on a un hôpital de jour de Tabaco, mais qui est quasiment réservé à nos malades en interne parce qu'on n'a pas la place d'en prendre plus et qui est vraiment réservé à des gens en difficulté de sevrage. Donc, c'est des gens qui ont déjà essayé plusieurs fois, qui ont déjà fait de la Tabaco de base. Et là, on a une infirmière hypnose, un hôpital de jour, de l'ETP. Enfin, c'est bien foutu et ça fonctionne. On a des bons résultats. Mais c'est un peu l'étape d'après, quand la première ligne des essais d'accompagnement n'ont pas marché. Donc, je pense que le tabac info, c'est déjà un bon départ. Et puis, comme tout truc d'addicto, il faut que ce soit le patient qui soit motivé. Prendre le Ah rendez-vous ouais, pour le patient, il n'ira jamais, hein. sinon ça marche pas. Ah ouais, non, mais ça, d'accord. Ouais, Non, puis on va en avoir besoin si on entre dans le travail de dépistage aussi. Parce que bien l'étude sûr. de l'INCA, ça suppose qu'on associe une action Ah anti-tabac, ouais. ce qui est tout à fait logique, hein. Mais je Ouais. pense que l'avantage de ce que vous nous proposez, merci beaucoup Jean-Laurent, c'est d'y penser et d'y penser parce que c'est quelque chose de fréquent et qu'il ne faut pas baisser les bras devant les conséquences du tabac, hein. Enfin, je veux dire, on voit ces gens jeunes là qui ne peuvent plus marcher et qui crachent leurs poumons, ça fait mal au cœur, quoi. Donc, si on peut être un peu plus efficient, ce serait bien. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense que pour respecter le format, je parle sous le contrôle de François et de Sandy, mais normalement, on est sur un webinaire sandwich, donc quelque chose d'assez bref. Et s'il y a une autre question, bien sûr, on peut la prendre. Et puis sinon, toutes les informations seront envoyées ensuite. Et comme l'a dit Sandy également, le webinaire est enregistré et sera disponible sur YouTube. C'est bon? Pas de questions de dernière minute. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les gens qui ont assisté. Et puis, à bientôt.